Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Aujourd'hui, on vous fait découvrir la Haute-Maurienne vanoise et plus particulièrement ce superbe village qu'est Bessan. Et avec moi pour en parler beaucoup mieux que moi, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Monsieur Jérémy Trac, maire de Bessan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, accompagné d'Anthony Collet, directeur de l'Office du tourisme de Bessan. Merci d'être là, merci de nous accueillir dans votre belle station. C'est vrai qu'une saison particulière, on n'arrête pas de le répéter depuis quelques mois maintenant, qui ne ressemble à aucune autre, mais force est de constater qu'aujourd'hui, après ce grand temps fort des vacances de février, le public est là, la neige aussi, le soleil, que demande le peuple? Ça donne le sourire pour l'élu que vous êtes, monsieur le maire. Écoutez, oui, c'est un grand plaisir après avoir eu tant d'incertitudes dans cette avant-saison, d'avoir pu passer une saison d'hiver qui se poursuit, mais qui a été tout à fait satisfaisante, avec bon nombre d'activités proposées et une fréquentation très intéressante. Une sacrée fréquentation, record sur les pistes ici, on l'évoquera un petit peu plus tard, mais on s'imaginait, on s'attendait à justement un tel boom des nouveaux arrivants, des primo-pratiquants, comme on dit ici à Bessan. Disons qu'on savait qu'on faisait partie des stations qui avaient la chance, je dirais, de ne pas être trop dépendantes des remontées mécaniques. Donc d'avoir des arguments à faire valoir pour faire redécouvrir les activités nordiques, le ski de fond, mais aussi toutes les activités qui sont proposées en complément. Mais on ne s'attendait pas à avoir une fréquentation aussi importante sur l'ensemble de l'hiver, sur l'ensemble de nos vacances. Et encore aujourd'hui, alors qu'on est sorti des vacances d'hiver, autant de monde sur notre domaine. Oui, ça a été quand même une stratégie payante embrayée il y a quelques années. Monsieur le directeur de l'Office du tourisme, c'est vrai que cette connotation village, cette connotation vraiment station-village, on a misé dessus maintenant il y a pas mal d'années. C'est ce qui a permis de faire la différence cet hiver. Alors, c'est un atout qu'on a en Haute-Maurienne vanoise et qu'on a su mettre en avant. On a la chance d'avoir encore des villages authentiques qui vivent toute l'année, qui proposent une tonne d'activités et c'est vraiment là-dessus qu'on a communiqué. Alors, le fait qu'il n'y ait pas eu de ski alpin a été un avantage pour une station comme Bessan qui s'est très bien organisée dès le départ, qui a su mettre en avant son offre de ski de fond, mais pas que, puisqu'on en parlera peut-être après. Mais il y a énormément d'autres activités qui ont été proposées au public et qui ont été plébiscitées par le public. Je prendrai l'exemple du chien de traîneau qui est complet depuis le début de saison. Il est impossible de pouvoir faire un tour en chien de traîneau à l'heure actuelle à Bessan. Justement, il y a eu une sacrée organisation pour en arriver à un tel résultat. De nombreuses activités qui ont été mises en place, d'autres qui ont été renforcées. Il a fallu, j'imagine, se creuser un peu les méninges pour repartir finalement d'une page blanche presque. Oui, alors on a travaillé d'arrache-pied dès le mois de septembre dernier, après la saison d'été, pour bien préparer la communication autour de notre station, en espérant encore à ce moment-là qu'on aurait une saison normale. Et ça n'a pas été le cas, mais elle a été forte d'enseignement cette saison. On a reconduit notre charte d'accueil vacances sereines, parce que pour nous, il était très important de pouvoir rassurer nos clientèles et de les accueillir dans des conditions sanitaires satisfaisantes, ainsi que dans des conditions où la réservation du séjour était remboursable jusqu'à 24 heures avant l'arrivée en cas de crise Covid ou de confinement. Donc au niveau communication, on a beaucoup travaillé en amont de cette saison et on a su ensuite être réactif tout au long de la saison pour pouvoir activer nos clientèles et leur proposer dans nos différentes stations des activités qui étaient praticables à ce moment-là. Monsieur le maire, justement, comment on s'est adapté? J'imagine que, alors, comme beaucoup de vos confrères dans les autres stations, on le disait, ça n'a pas été de tout repos ce début de saison d'hiver. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous au quotidien? Déjà pour nous, le début de saison a été retardé parce qu'on a l'habitude sur notre station nordique de Bessan d'ouvrir au grand public dès le début du mois de novembre. Donc là, il a fallu patienter jusqu'à la fin du confinement. Et ensuite, ça a été toute une organisation à repenser avec les équipes de la station, sous la houlette du directeur Laurent Vidal, pour accueillir les gens dans des conditions optimales de sécurité,
pour réussir à mettre en avant toute la diversité des activités qu'on pouvait proposer, encore plus cette année que les autres années, et puis pour faire en sorte que toutes ces activités cohabitent correctement et que chacun puisse profiter de la station et de son panel d'activités en étant satisfait et sans que ça crée de tensions entre les différentes pratiques. Justement, le directeur de l'Office du tourisme, beaucoup d'activités, beaucoup de pratiquants dans un même site. C'est vrai que, alors j'imagine que ça n'a pas été très très simple à gérer, à aiguiller. Pour les équipes de l'Office du tourisme, j'imagine qu'il y a eu aussi un côté évolution du quotidien, des différentes missions, ne serait-ce que pour aiguiller tous ces nouveaux publics. Tout à fait. Il a déjà fallu gérer les jauges qui nous étaient imposées, savoir 5 personnes par groupe, plus l'animateur. Donc ça nous a obligés à être très flexibles et à mettre en place un certain nombre d'activités tout au long de la journée. Vous rajoutez à ça le couvre-feu à 18h, ce qui fait qu'on a dû concentrer sur une partie de la journée toutes nos animations sur Bessan. Mais ça a fonctionné, j'ai eu une équipe d'animation remarquable et très réactive cette année et qui a fait vraiment du bon boulot. Justement, beaucoup de nouvelles animations, beaucoup de nouvelles activités. Il a fallu aller les chercher, ces professionnels. Je pense au ski joring, je pense à la cascade de glace qui a été un petit peu renforcée, j'imagine, ou concrètement, vous aviez ça déjà dans votre belle vallée à disposition. Alors ça existait déjà, ça a été vraiment un travail d'équipe entre Bessan qui a fait ses équipes techniques, qui ont fait un travail remarquable dans l'organisation des tracés. Nous derrière, on relaie l'information aux vacanciers qui sont sur place ou en communication ou en activation de nos clientèles. Mais tout a été vraiment très bien organisé pour pousser le ski joring par exemple, pour pousser le fat bike. Le chien de traîneau, je le disais tout à l'heure, a été très populaire. Les gens ont redécouvert le ski de fond et ça c'est une merveilleuse nouvelle. Ski de fond qui avait peut-être malheureusement une image un peu vieillissante. Et on a pu voir que de nouvelles clientèles s'y intéressaient. Beaucoup de jeunes ont décidé de se mettre au ski de fond. C'est une grande chance pour l'avenir parce que ça fait partie de nos enjeux en station de renouveler nos clientèles et d'attirer des clientèles plus jeunes. Donc on y est arrivé cet été et maintenant travail à nous de capitaliser sur ces nouvelles clientèles pour les attirer de nouveau les années qui suivent et leur rappeler que à la montagne, il y a plein d'activités à pratiquer l'hiver. Justement, M. Trac, les nouveaux amoureux de Bessan qui se sont découverts cette année, c'est la clientèle de demain. Il y a le côté fidélisation, c'est important et c'est un petit peu sur ça qu'on joue aujourd'hui. Oui, on a une clientèle à Bessan par nature qui est très fidèle. On croise souvent des personnes qui disent ça fait 10 ans, 20 ans, 25 ans, des fois 30 ans même que les gens viennent. Cette année, on a eu beaucoup de gens qui ont découvert Bessan, qui n'étaient jamais venus, qui n'avaient pour certains jamais pratiqué le ski de fond ou les activités annexes. Et il faut vraiment qu'on capitalise avec les services de l'Office de tourisme et on travaille en partenariat sur cela pour que les gens repartent avec une expérience agréable et unique qui les pousse à revenir dans les années futures. Et ça passe par la diversité vraiment des activités parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens sont demandeurs de changer, de diversifier leurs pratiques. Et c'est vraiment sur ça qu'on travaille pour qu'ils aient envie de venir à Bessan, redécouvrir des activités qu'ils auront déjà faites cette année, mais découvrir aussi des nouveautés à l'avenir. Alors, tout ça passe bien évidemment par des grands rendez-vous, des grands événements. Alors bien sûr, Bessan, on pense au marathon de Bessan qui n'a pas pu se tenir cette année. Comment on a finalement comblé ce trou béant qui ramenait pourtant énormément de monde et de réputation finalement à la station? Oui, on a espéré jusqu'à la fin de l'année 2020 pouvoir tenir le marathon début janvier. Malheureusement, il a fallu se résoudre au fait que ce n'était pas possible de l'organiser dans des conditions sanitaires convenables. Donc l'association du marathon a rebondi sur la proposition d'un challenge numérique qui a consisté depuis le début du mois de février jusqu'au 21 mars à pouvoir faire le parcours du marathon, du semi-marathon ou du marathon quand on le souhaite avec une possibilité de se chronométrer via une application de son choix.
Donc c'est une façon, je dirais, de faire un clin d'œil à cette édition qui malheureusement n'a pas eu lieu dans son format habituel. Et puis Bessan, on a eu la chance malgré tout d'accueillir plusieurs événements. Alors il y a déjà eu la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc au mois de janvier. Incontournable et qui malheureusement a dû se dérouler à huis clos mais qui a bien eu lieu et qui a encore une fois offert de belles images de notre territoire dans son ensemble. Et puis là on a encore des événements à venir. On a déjà eu des chronos réalisés par la Fédération française de ski en biathlon et en ski de fond. Il y en aura encore ce week-end. Il y a la Lécaraude qui arrivera sur le 19, 20 et 21 mars. Et puis dès ce week-end, 13 et 14 mars, les rencontres d'escalade de glace. Donc malgré les conditions sanitaires, on a eu un hiver avec pas mal d'animations, pas mal d'événements. Monsieur Collet, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité de publics qui veulent un petit peu toucher à tout. C'est l'année ou jamais de découvrir de nouvelles pratiques. Comment finalement on arrive à s'adresser à cette quantité de publics différents? Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, on pensait juste tout ski. Aujourd'hui, il en faut pour les jeunes en mal de sensations, pour les familles avec enfants, pour même les grands-parents qui sont un petit peu moins sportifs. Il y a une multiplicité de nouveaux pratiquants. Comment on s'adapte? Alors, il est clair que c'est une remise en cause de notre modèle économique qu'on a depuis 50, 60 ans, où les gens finalement venaient pour faire du ski de fond, du ski alpin, puis se dispersaient sur un domaine. Là, on s'aperçoit que sur une semaine de vacances, ils veulent toucher à une multitude d'activités. Et la difficulté de pouvoir gérer les flux, que ce soit chez nos socioprofessionnels ou pendant nos animations. Donc ça nous oblige à être agile, à être flexible en permanence, à s'adapter aux demandes clients. Mais je peux vous garantir que ça a été une période quand même intense pour l'ensemble des équipes de l'Office du tourisme, de devoir gérer ces flux avec énormément de gens qui venaient dans les bureaux d'information touristique pour avoir de l'information sur les activités à pratiquer, sur les endroits où aller se balader. Donc il a fallu s'adapter à cette nouvelle façon de consommer la montagne cet hiver. Et aujourd'hui, on en est où? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers mois du flou artistique avec des deadlines. Est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on n'ouvre pas? Quelles sont les possibilités, etc. Est-ce qu'on arrive encore à se projeter, notamment sur la saison d'été? Alors la saison d'été, on a décidé de la préparer dès maintenant. Voilà, c'est notre prochain enjeu. Et on a décidé également d'élargir nos ailes de saison par rapport aux années précédentes. Donc nous allons commencer l'été qui arrive mi-juin jusqu'à mi-septembre pour gagner 4 semaines de saison estivale, puisqu'on estime que oui, la saison d'hiver n'est pas terminée, mais comme on n'a aucune vision sur une potentielle ouverture des remontées d'ici la fin de saison, il est temps pour nous pas de tourner la page, mais de se projeter sur la saison estivale et de se donner toutes les chances de capitaliser sur les nouvelles clientèles qu'on a eues l'année dernière déjà pendant l'été et sur les nouvelles clientèles de cet hiver qui voudront peut-être revenir à la montagne cet été parce qu'on a là encore énormément d'activités à proposer, que ce soit la randonnée, que ce soit le VTT, que ce soit des balades en montagne grâce aux remontées mécaniques qui seront, je l'espère, ouvertes cet été. Voilà, on a plein de choses à proposer et la Haute-Maurienne et Bessan sont très bien organisés pour ça. On n'a pas très loin l'espace de Chantelouve qui a été ouvert au public il y a presque 2 ans, qui est un endroit magique pour pratiquer le VTT ou pour se balader. Et je conseille d'ailleurs à tout le monde de s'y rendre s'ils viennent chez nous. Beaucoup de choses à faire à Bessan. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous avoir accueillis dans cette belle station. Bon courage pour la suite. Je ne sais pas ce que vous souhaitez pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Qu'on ait encore un peu de monde, que le temps qu'on a aujourd'hui continue. C'est très bien. Je pense que ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'activité redémarre dans une configuration plus étoffée dans les semaines à venir, parce qu'on a vraiment cet enjeu pour l'ensemble du territoire. On est sur le territoire Haute-Maurienne vanoise où il y a 6 stations et on sait que les stations voisines n'ont pas forcément eu la même chance d'avoir une fréquentation comme la nôtre et du coup c'est important de rester solidaire des autres stations et on a besoin que ce territoire vive dans toute sa diversité. Et voilà, merci beaucoup en tout cas messieurs. Merci à vous. Bonne continuation à vous. Merci on est beaucoup. déjà à la fin de ce panorama. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve demain pour un nouveau numéro avec comme point d'orgue les domaines skiables et leur gestion si particulière. On se retrouve demain. À bientôt.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Comme toute la semaine, nous sommes hébergés par la station de Bessan en Haute-Maurienne, vanoise, un superbe lieu que je conseille à toutes et à tous. Et pour mieux en parler, bien sûr que moi, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Laurent Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la station de Bessan, un habitué de l'antenne de 8 Mont-Blanc depuis quelques années. Et c'est vrai que on le voit derrière nous, il y a une grosse fréquentation. Les vacances de février ont beau être finies derrière nous, ça n'a pas empêché tous les skieurs et les amoureux de la nature de se retrouver ici. C'est une fréquentation concrètement record pour Bessan. Effectivement, là, à l'heure des bilans, à l'issue des 4 semaines des vacances d'hiver, on enregistre un bel engouement pour les activités nordiques et la pratique du ski de fond, notamment à Bessan, avec une hausse de fréquentation plus que sensible. Et on estime avoir accueilli sur les 4 semaines des vacances d'hiver 40 000 journées skieurs. C'est à peu près le double de l'accueil habituel durant ces vacances-là. Okay. On le voyait venir, on pouvait anticiper une telle fréquentation, un boom vraiment des activités ici ou... Vous parlez d'anticipation, mais effectivement, anticipation, agilité, adaptation, c'est je crois le maître mot des acteurs de la montagne depuis plusieurs mois. Et effectivement, on s'attendait à cette hausse-là, mais peut-être pas dans de telles proportions. Ça a nécessité des adaptations en termes d'espace de pratique, des adaptations également dans les messages, la communication, mais également dans le travail au quotidien des agents de la station de Bessan. C'est vrai que c'est un hiver très particulier. On a commencé avec un flou artistique, beaucoup de deadlines. On en parlait hier avec justement monsieur le maire et monsieur le directeur de l'Office du tourisme. On ne savait pas trop où on allait. À partir de quand ça s'est décanté finalement, où on a commencé à pouvoir finalement prendre le relais et proposer plein d'activités à tous les touristes? Alors déjà, Bessan, on avait ouvert notre station pour des sportifs de haut niveau dès le 7 novembre 2020. On a accueilli plus de 4000 biathlètes de haut niveau sur tout ce mois de novembre. Et ensuite, petit à petit, au fil des annonces gouvernementales, on a pris conscience que la non-ouverture des remontées mécaniques, qui était quelque chose de complètement inenvisageable, allait devenir réalité. Et ce transfert de pratique entre le ski alpin et le ski de fond allait devenir une réalité. Donc on a activé un certain nombre d'activités nordiques, on a structuré nos espaces de pratique et sur le plateau que vous voyez derrière moi, on a proposé une dizaine d'activités nordiques en complément du ski de fond. Comment ça s'est passé? Parce que normalement, c'est vrai que ce plateau nordique, c'est le cœur de l'activité des skieurs de fond. Pourtant, là, il a fallu rajouter des chiens de traîneau, des raquettes, il a fallu un peu de ski joring, énormément de nouveaux publics, de nouvelles activités. Dans un même lieu, ça n'a pas dû être simple à gérer. Exactement, c'est un vaste plateau. Mais au vu de la hausse de la fréquentation, de l'engouement pour toutes ces activités nordiques, finalement, ce vaste plateau était un peu restreint, donc il fallait vraiment avoir une gestion très fine des espaces de pratique, avec une répartition spatiale des espaces, des entrées aussi à ces espaces. On a dissocié l'accès des pistes piétons, raquettes et également fat bike, vous savez, ce VTT adapté à la pratique sur neige, du ski de fond pour éviter les conflits entre les usagers. On a également eu un regard très attentif sur la qualité du manteau neigeux proposé sur ces espaces-là, pour que le piéton reste sur sa piste piétonne et n'aille pas dégrader les pistes de ski de fond. Mais en complément, vous l'avez dit, on avait également des espaces dévolus à la pratique du ski joring, ce skieur qui est tracté par un cheval, et également les chiens de traîneau qui ont très bien fonctionné à Bessan. Bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble, il n'y a pas eu de petites bisbilles entre certains pratiquants et d'autres? Non, ça s'est très bien passé. Au vu de la hausse de fréquentation, vraiment, on a accueilli deux fois plus de personnes qu'habituellement. Et au vu du nombre d'activités proposées, ça s'est quand même bien passé. Ouais. Okay. Il y a également eu un nouveau public, vraiment, des personnes qui découvrent ces activités de fond, qui n'ont pas forcément les codes, les usages. Ça a été aussi quelque chose à prendre en compte, j'imagine, pour les équipes de la station de la gestion des pistes, de faire peut-être un petit peu plus de communication ou de concertation.
Très clairement, on a été étonné de voir des personnes qui, sans aucun problème, marchaient sur les traces de ski de fond ou qui skient à contresens. Le fait d'avoir des jalons à droite ou des rails de classique à droite, ça parle aux pratiquants habituels, mais ça ne parle pas aux nouveaux pratiquants. Donc il a fallu, encore une fois, s'adapter, se réinventer pour transmettre des messages clairs, lisibles, des messages avec une signalétique adaptée, mais également des messages relayés par les services des caisses, par les pisteurs sur le terrain qui ont fait beaucoup de pédagogie, mais également par les équipes de l'Office de tourisme auprès de nos vacanciers. Justement, ça a changé un peu le quotidien des équipes de la station cette année particulière avec cette situation sanitaire. Exactement, que ce soit pour les pisteurs, le service des caisses, mais également les dameurs. Une adaptation a été nécessaire. Et j'ai une petite anecdote, là, durant toutes les vacances d'hiver, les élus de Bessan sont venus compléter les équipes de la station pour faire de l'accueil, être présents sur le front de neige, orienter les gens, leur transmettre également donc, un certain nombre d'informations et notamment rappeler les règles sanitaires en vigueur. C'est là qu'on voit que c'est une grande famille finalement. La station village de Bessan, il n'y a pas de clivage entre les différents services. Finalement, c'est tout le monde pour le même objectif. On a une gestion communale, c'est ce qui fait vraiment la force de la station de Bessan. C'est-à-dire que les services techniques et les services de la station travaillent main dans la main. Aujourd'hui, alors on le voit, il y a beaucoup de monde qui sont encore sur les pistes et pour autant il faut faire avec l'organisation de plusieurs grands événements. Alors c'est vrai qu'on pense bien évidemment au marathon qui a été annulé, qui a été un peu remplacé avec des chronomètres mis en place sur les pistes. Comment on arrive finalement à organiser des compétitions à huis clos, puisque par la force des choses il ne faut pas trop de public, mais pour autant en laissant ouvert une partie du domaine skiable? C'est une des forces de Bessan. En plus d'un enneigement garanti, on dispose d'un certain nombre d'hébergements collectifs et on est capable d'organiser, au vu du vaste plateau qui est derrière moi, on est capable d'organiser des compétitions sans aucun impact sur la qualité de l'exploitation et des pistes proposées à nos vacanciers. Donc actuellement, on enchaîne l'accueil de compétitions. On adapte, pour répondre à votre question, on adapte les horaires des compétitions, on adapte également les lieux de pratique pour respecter le huis clos et éviter un peu trop de curieux et de vacanciers autour de ces événements qui sont souvent d'ailleurs soumis à une bulle sanitaire très stricte. D'ailleurs, ça n'empêche pas, bien évidemment, la tenue des événements, alors que ce soit pour le grand public, ici avec des animations, bien évidemment, mais également pour le haut niveau, puisque je crois savoir qu'il y a justement cette connotation un petit peu élitiste, puisque Bessan, c'est quand même la station d'une partie de l'équipe de France de biathlon, de ski de fond, etc. On essaye d'avoir ce double positionnement, accueil famille, mais également accueil de sportifs de haut niveau, avec notamment, on va dire, une adaptation de nos équipements, des pistes proposées aux exigences du haut niveau. Et dans les jours à venir, on va encore accueillir une compétition nationale de biathlon à huis clos. Il faut dire que pour ça, vous avez toutes les infrastructures, vous avez tous les outils nécessaires, notamment ce fameux stade de biathlon, qui est déjà une chance pour la station et qui va être mis à l'honneur et mis au jour d'ailleurs dans pas longtemps. On essaye de capitaliser au maximum sur cette année si particulière, en structurant notamment nos infrastructures. Et il y a un beau et gros projet de rénovation, de développement du stade de biathlon Haute-Maurienne-Vanoise qui va voir le jour prochainement. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que l'anticipation cette année, c'est un petit peu le mot d'ordre, c'est la clé. Là, il y a encore beaucoup de gens qui profitent des joies de la neige. Mais pour vous, gestion de la station, on est déjà en train de penser à l'après et à très long terme, à ce que j'ai compris. On exploite jusqu'au 16 avril prochain. C'est-à-dire que Bessan a ouvert ses portes le 7 novembre pour le haut niveau et fermera le 7 avril. Donc c'est vrai que c'est une durée d'exploitation très, très intéressante. On doit être peut-être la station française en nordique qui ouvrons nos pistes sur la durée la plus longue. Mais on se projette déjà sur l'avenir. Et je crois que cette année qui a apporté un éclairage particulier sur les activités nordiques doit nous amener
amené à nous structurer, à nous professionnaliser. Donc on va vraiment monter en compétence un certain nombre de produits nordiques de ski de fond avec de nouveaux tracés. On modifie nos tracés des pistes de ski de fond en profondeur avec une nouvelle signalétique plus lisible pour nos clients et notamment nos nouveaux pratiquants. On va également mettre en avant de façon expérimentale un Nordic Park. L'idée, c'est de rendre plus ludique l'entrée dans l'activité ski de fond pour les jeunes, pour les familles et pour les groupes constitués également. Donc ça, c'était vraiment monter en gamme et innover sur le produit ski. Mais on va également développer nos infrastructures avec des aménagements de nouvelles portes d'entrée sur les portes d'entrée du Villaron et de Bonneval-sur-Arc, avec également la modification en profondeur du parking de Bessan. Et on n'oublie pas aussi qu'on a accueilli beaucoup de personnes à nos caisses, donc on souhaite moderniser nos process de commercialisation avec la fameuse dématérialisation des forfaits sur smartphone qui devrait voir le jour dès le 7 novembre 2021. Alors beaucoup de restructuration, on pense à l'avenir et tout ça, bien sûr, ça va de pair avec cette technique du snow farming qui a été mise en place maintenant il y a quelques années, qu'on commence à avoir l'habitude, mais toujours là aussi, on s'améliore d'année en année, on ne prend pas ça pour acquis. Non, on essaye de se professionnaliser et on est en période de stockage de neige et l'objectif, c'est de quasiment doubler notre stockage de neige par rapport à l'an passé pour pouvoir proposer dès le début du mois de novembre 2021 un linéaire de 3 km de piste. L'an passé, c'était uniquement pour les sportifs de haut niveau, mais cette année, on espère que tous les amoureux du ski de fond et des activités nordiques se donneront rendez-vous à Bessan début novembre 21. Le rendez-vous est déjà pris du coup. C'est ça, à 9h du matin et c'est le samedi 6 novembre. On pense déjà loin. Merci beaucoup Laurent en tout cas d'avoir participé à cette émission, de nous avoir accueillis sur ton domaine skiable. Un grand merci à vous. C'est toujours un plaisir. Et merci à vous tous d'avoir suivi ce numéro de Panorama. On se retrouve demain, toujours dans cette station de Bessan, mais cette fois pour parler de savoir-faire. D'ici là, moi je vous souhaite tout bon et à bientôt sur 8 Mont Blanc. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Comme toute cette semaine, nous sommes dans la Haute-Maurienne vanoise, plus particulièrement dans la station village de Bessan. Mais aujourd'hui, on a fini de parler du domaine skiable, des touristes. On va s'intéresser à un savoir-faire et pas n'importe lequel. Pour ceci, pour en parler, j'accueille avec moi Thibaut. Bonjour. Bonjour. Tu es coutelier, forgeron coutelier, je ne sais pas dans quel sens. Les deux sont bons. Les deux sont bons. Un savoir-faire particulier, un savoir-faire presque éteint. On lisait en préparant cette émission. Aujourd'hui, c'est un métier qui est plus reconnu par l'État, à proprement parler. Forgeron, non. Forgeron, on ne trouve plus ça. Coutelier, oui, encore. Mais le métier de forgeron, on ne le trouve plus. On est obligé de s'enregistrer en tant que ferronnier, par exemple. Voilà. Alors toi, ça fait quelques années que tu t'es installé, alors enfant du pays, mais que tu as ton atelier justement de forgeron ici à Bessan. Déjà, qu'est-ce que tu fabriques dans ta forge ? Donc principalement des couteaux, couteaux pliants, couteaux fixes. Après, quelques petits articles en fer forgé aussi. Mais principalement des couteaux. Comment on vient à être forgeron ? C'est un jour tu t'es levé comme ça ou ça vient d'une petite découverte de derrière les fagots ? C'est presque ça. C'était lors de vacances en Corse où j'ai découvert ce métier qui me paraissait complètement infaisable. Et donc, rentrant chez moi, j'ai essayé de reproduire des couteaux. C'était pas tout à fait ça. Donc je suis parti me former dans la Drôme à Pierrelatte. Aujourd'hui, c'est le seul coin en France où on peut se former ou il reste encore 2-3 professionnels ? C'est le seul endroit où on peut, qui est reconnu en fait par l'État, où on sort avec un diplôme. Okay. Alors aujourd'hui tu nous disais tu fais beaucoup de couteaux, j'imagine qu'il y a plusieurs matières, que ce soit déjà au niveau de la lame, au niveau du manche, c'est très très large. Qu'est-ce qui te fait vibrer toi quand tu fabriques ? Est-ce que c'est justement le travail de la matière ? Est-ce que c'est la création du design original ? C'est un tout, un couteau c'est un tout. Faut que... Il y a la partie du manche qui est quand même importante, donc j'utilise principalement des matières naturelles. On a quand même des bois sympas dans la région, donc j'en fais aussi avec ça. Après, je prends aussi des bois exotiques. Je travaille aussi avec de l'os ou avec des cornes, que ce soit chamois, chevreuil, cerf, voilà. Ok. Alors c'est, comme tu le disais, une passion qui t'habite maintenant depuis de nombreuses années.
petit à petit, tu t'es forgé une expérience, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que tu vois encore beaucoup de progression possible ou ça se masterise finalement assez bien l'art de Non, coutelier? je crois qu'il n'y a jamais de fin dans ce métier. Il y a toujours des créations à faire. Il y a toujours des formes à essayer. On est toujours en train d'essayer de chercher une nouvelle forme, des nouveaux dessins pour la lame, par exemple. Alors comment on y vient? Où tu trouves l'inspiration? L'inspiration, ça me vient soit en regardant un peu ce qui se fait, hein, quand même, un petit peu au niveau des autres couteliers, soit après, des fois, c'est une forme qu'on voit dans la nature ou des choses comme ça. Des fois, on arrive à s'inspirer de ça. Ouais. Est-ce que c'est chiffrable le nombre d'heures de travail par réalisation ou concrètement, j'imagine que ça dépend un petit peu des matériaux et de l'ambition un petit peu que tu veux donner à ton projet? Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des couteaux, on peut y passer une journée et d'autres, on y passe une semaine dessus. Voilà, ça dépend de la grandeur du couteau, de la lame, si c'est une lame en acier brut ou en damas. Voilà, les heures, elles peuvent varier du simple au triple. Qu'est-ce qui te fait vibrer en ce moment? Quelle est la matière que tu aimes travailler en ce moment ou les formes que tu as envie d'essayer? Donc là, vu que j'ai eu pas mal de temps cet hiver, ça m'a permis d'essayer des nouvelles formes de damas, en fait. Acier de Damas, de donc l'acier damas, ça c'est voilà. une lame particulière. Ouais. Pour les néophytes et pour le néophyte que je suis, en quoi ça consiste? Alors ça consiste à souder au feu, à la forge, deux aciers qui n'ont pas la même couleur. Et donc avec ces couches d'acier, on peut donner des motifs différents, en fait. Voilà. C'est pas dessiné dessus la lame, c'est vraiment la lame qui a ça en elle. Et donc il suffit de la tremper un peu dans l'acide à la fin pour faire ressortir ces nuances de couleurs. C'est quelque chose qui est très demandé parce que j'imagine que forcément il y a un marché qui y est lié. Qu'est-ce qui se vend concrètement? Tout se vend. Tout se Il vend. faut juste arriver à le vendre. Après, voilà, il y en a qui adorent les lames en damas, hein, donc c'est quand même pas le même budget. Après, voilà, j'essaie de faire un peu tout pour toucher tout public, hein, donc que ce soit des couteaux pliants, des couteaux fixes, ou alors des gros couteaux en damas aussi qui peuvent, au niveau des prix, qui peuvent augmenter, quoi. Alors comment ça se passe au début quand tu es à la création? Est-ce que tu bosses sur un coup de tête, une idée, j'ai envie de faire quelque chose comme ça? Ou il y a peut-être des commandes, des gens qui te demandent un modèle particulier avec un manche particulier? Oui, bien sûr, oui, il y a les deux, hein. Il y a des fois, quand j'ai pas de commande en attente, je crée vraiment des modèles que j'ai envie de faire avec des formes particulières, des matériaux particuliers, et donc ça me permet de faire un peu tous les couteaux, hein, mais il faut aussi faire des commandes. Donc quand il y a des choses bien précises, il faut quand même arriver à les réaliser pour que le client soit satisfait du travail. Justement, en ce moment, tes derniers chantiers ou tes dernières envies de matériaux, ça tourne autour de quoi? Alors là, je suis en train de finir justement des couteaux là, où j'ai réalisé la lame, hein, parce que une fois que la lame est faite, des fois c'est pas encore la moitié des heures de travail, hein, au niveau du couteau fini, hein. Le manche demande aussi énormément de temps. Et donc voilà, au niveau des matériaux, ça dépend. Ça dépend un peu de ce que je vois aussi sur Internet pour me commander tel ou tel bois. Voilà, faut essayer de faire des assemblages de couleurs qui plaisent aussi. Il y a des choses qui plaisent, d'autres forcément un peu moins. Est-ce qu'il y a des modes concrètement dans les couteaux? Il y a des modes, ouais, il y a des modes. Souvent, c'est les couteliers qui sont renommés, hein, qui lancent un peu ces modes. Et derrière, le public regarde ça et il faut rester attentif pour rester quand même dans des choses qui sont vendables et où il y a de la demande, en fait, hein. C'est vrai que quand on pense au couteau, la gamme, la panoplie est très très large, du couteau de table au couteau de cuisine, en passant par celui de chasse, celui de survie, etc. Et est-ce il y en a un parmi tous ceux-ci qui te fait vibrer ou que tu affectionnes particulièrement ou tu t'essayes un petit peu à tout? Non, pas vraiment, non. J'ai pas un type de couteau vraiment qui me plaît, que j'aime faire en tout cas.
Mais faut essayer un peu tout, hein. Moi, pour l'instant, je suis encore toujours dans l'essai, hein. Je fais pas de série, je fais que des pièces uniques. Donc voilà, ça me permet à chaque couteau de changer la forme et changer aussi l'usage. Parce que voilà, on fait pas un couteau pliant comme on va faire un couteau de chasse ou un couteau de cuisine. Aujourd'hui, est-ce que quand même ça t'arrive d'avoir des ratés, des projets que tu commences et que tu dis non, là c'est mort, je pars sur autre chose? Bien sûr, c'est comme ça qu'on progresse, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein. C'est pas moi qui ai inventé cette expression, hein. Et elle prend tout son sens quand on est dans l'atelier, oui. J'imagine. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à en vivre? Puisque on l'a pas dit, mais tu cumules les deux casquettes, moniteur de ski l'hiver, forgeron coutelier l'été. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui te permet de vivre de ta passion? Non, pas encore. Non, c'est pour ça que l'hiver, je continue à faire moniteur de ski, hein. Ça me permet d'avoir une rentrée fixe quand même. Et après, l'été, ça peut vite varier, quoi, suivant les foires, la météo aussi, hein, et la fréquentation. Voilà, c'est un tout qui fait qu'il y a des années où on va bien vendre et d'autres années où on vend un peu moins. Ah, ces deux casquettes qui sont assez, pas forcément très liées comme ça. Est-ce que c'est facile de mettre le cerveau en mode je passe du ski en mode forgeron et vice-versa ou... Ouais, bah nous ici on est habitués, on a quasiment tout le monde à deux métiers, hein, un l'été et un l'hiver. Et donc là, tu as déjà repris ta casquette d'été, forcément, et hiver un petit peu particulier. Ouais, cette année, j'ai jamais trop quitté la casquette de l'été, hein. J'ai toujours forgé, même un peu l'hiver. Voilà, vu que j'ai eu plus de temps, ça m'a permis d'essayer autre chose aussi. Voilà. Ok. Où on peut te retrouver? T'es vendu juste uniquement dans la vallée ou sur Internet également? Sur Internet, oui, j'ai un site, hein, un site qui est parourforge.com. Et concrètement, c'est les gens qui à partir de ce site, voient un petit peu ce que tu fais, peuvent venir essayer de te demander des choses. Il y a des techniques encore que tu ne maîtrises pas, ou concrètement, le plus compliqué c'est, mieux ça va te plaire. Ouais, bah, j'essaye en tout cas. Pour l'instant, j'ai encore jamais refusé, à part si vraiment c'est des choses que je me sens vraiment pas de faire, hein. Tout ce qui est un peu sculpture, par exemple, sur le fer. Ça, je maîtrise encore pas ce côté-là, mais sinon, non, en couteau, j'ai encore pas refusé de commande, hein. J'arrive à faire quasiment tout type de couteau. Et là, cet été, j'essaierai aussi de travailler l'inox, voilà. Ah, c'est un sacré pas en avant quand même, parce que ça va t'ouvrir plein de portes à partir de là. L'inox, oui, bah, en fait, j'ai refusé des commandes, hein, pour des chefs cuisiniers qui voulaient un couteau, voilà, bien à eux, hein, vu que c'est quand même leur principal outil de travail. Et ils sont obligés d'avoir de l'inox, donc c'est pour ça que je vais essayer de m'y mettre cet été. Et je reviens sur les matériaux, pareil pour les manches, c'est de la personnalisation à l'extrême, mais il y a presque le côté travail du bois, travail de l'acier. Alors certes c'est un peu complémentaire, mais c'est deux savoir-faire assez particuliers. Est-ce qu'on peut imaginer un parallèle, un partenariat avec un ébéniste ou avec d'autres professionnels de la vallée? Bien sûr, ouais, si par exemple quelqu'un me demanderait une sculpture sur un manche, je sais que je ne suis pas capable, donc j'irai forcément voir un menuisier, un ébéniste du coin pour s'il peut me faire ça. Ouais. Alors, on le disait en début d'émission, c'est un savoir-faire qu'aujourd'hui, qui se perd, qui a tendance à se perdre un petit peu, en tout cas dans notre pays. C'est pour ça que tu as finalement enclenché la marche d'après, c'est la transmission du savoir. Tu proposes, ou tu vas proposer de faire des stages de formation. C'était important pour toi, finalement, justement de transmettre tout ça? Oui, c'est important parce que vu qu'on en trouve très peu, hein, de formations comme ça, moi j'ai été obligé d'aller très loin pour me former et c'est vrai que je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un du coin qui est intéressé par la découverte de ce métier. Et donc voilà, je vais proposer à partir de cet été des formations d'initiation, hein, pour commencer, d'un week-end ou une journée, voilà, pour que la personne puisse repartir avec son propre couteau fait par ses mains. En tout cas, merci beaucoup Thibaut d'avoir répondu à toutes ces questions. Pour les personnes qui veulent te trouver, tu as ton atelier sur le village de Bessan directement? Oui, vous me trouvez dans la zone artisanale à Bessan. Et sur le site internet, bien sûr? Bien sûr, oui, également. Voilà, n'hésitez plus, en tout cas, le savoir-faire de nos vallées.
chaque année. On essaye de vous faire découvrir un petit peu tous les aspects et les particularités. Et qu'est-ce qu'il y en a. Merci beaucoup Thibaut, en tout cas, d'avoir pris le temps Merci de à vous. participer à cette émission. Et puis nous, on se retrouve demain pour un dernier épisode de Panorama ici à Bessan. Et d'ici là, prenez soin de vous sur 8 Mont Blanc. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour le dernier panorama de la semaine, ici toujours dans cette station de Bessan, au soleil, que demande le peuple, pour aujourd'hui parler un peu plus immobilier avec Eldrine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la dirigeante de Montagne Immobilier et c'est vrai que on l'a rappelé toute cette semaine, cette saison d'hiver a été un petit peu particulière, a changé la donne sur de nombreux points. Ça a été le cas aussi pour les résidences de tourisme, pour l'immobilier en général. Et alors, on l'a vu, les vacances de février viennent de se terminer, mais par contre, l'affluence est toujours là. Déjà, on s'y attendait à cette affluence cette année. On s'y attendait quand même un petit peu sur Bessan à partir du moment où on a compris qu'on aurait la chance d'être un petit peu privilégié puisque l'activité ski de fond serait maintenue sur la saison. On a continué à espérer évidemment pour les remontées mécaniques, mais voilà, c'est pas venu. Après, c'est vrai que sur Bessan, de ce fait-là, le ski de fond a souvent été le petit dernier de la classe ou de la famille. Là, on tire un peu plus notre épingle du jeu, donc on en profite et on espère qu'on va pouvoir mutualiser un petit peu sur les autres années. Alors c'est vrai que les cartes ont totalement été rebattues cette année. Au niveau du public aussi, il y a eu une évolution peut-être du mode de consommation avec forcément toujours un peu dans l'attente des annonces gouvernementales. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, dans quel sens ça a changé un petit peu la donne pour vous? Ça a changé. Alors, on a la chance sur Bessan, mais sur toute la vallée, d'avoir une grosse clientèle très habituée. Donc, celle-là, évidemment, on l'a conservée sur Bessan particulièrement. Et c'est vrai qu'on a eu aussi un apport de nouvelles clientèles, notamment sur le mois de février, de gens qui avaient quand même envie de prendre l'air, envie de partir en vacances et qui se sont dit que peut-être c'était l'occasion de découvrir cette activité ski de fond qu'ils n'avaient jamais vraiment essayé parce que le ski alpin, c'était plus l'évidence pour eux. Alors concrètement, plus de remplissage que les autres années ou ça se tient à peu près? Au final, sur l'ensemble de la saison, le nombre de locations reste le même, mais les clients n'ont pas été là au même moment que d'habitude. On a perdu sur janvier, où on a une clientèle plus de retraités qui était plus inquiète du Covid, donc qui a plus facilement annulé ses séjours sur janvier ou pas réservé du tout. En revanche, sur février, on a gagné des nouvelles clientèles et on fait un mois de mars qui est très beau avec un beau temps et aussi une neige qui est encore très bonne. Là, normalement, on arrive un petit peu dans la période de mou, historiquement, normalement dans une saison normale. C'est pas le cas aujourd'hui, du coup. Normalement, voilà, là, aujourd'hui, ce serait notre dernière grosse semaine. Et derrière, en général, ça chute assez vite sur Bessan. Et là, on a encore une très très bonne semaine qui s'annonce la semaine prochaine. Et si les annonces gouvernementales le permettent, je pense qu'il y a encore un potentiel. Oui, les gens sont encore attentifs. Les questions de confinement ou pas le week-end chez eux pour pouvoir venir, partir et séjourner. Mais il y a encore un potentiel, oui, qui peut se développer sur Mars par rapport à d'habitude, oui. Alors, est-ce qu'on arrive déjà à se projeter sur les prochains mois, voire même sur l'été, pourquoi pas, sait-on jamais, ou ça reste le flou artistique? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'habituellement de se projeter parce que les gens sont vraiment très attentifs en fait et ils ont du mal eux-mêmes à se projeter dans leurs vacances parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi sera fait le lendemain. Après, on a quand même déjà nous mis en place la saison d'été évidemment et on a nos clients habituels qui commencent à réserver. Après, l'été est toujours une quand même belle saison, hein. On est des stations, mais on est en Haute-Maurienne, des villages avant tout, et qui ont toujours eu cette chance d'avoir un potentiel sur l'été intéressant parce qu'on a un environnement qui est très préservé et les gens l'apprécient beaucoup. C'est vrai qu'avec, on le disait, cette année particulière, les gens étaient beaucoup en recherche de grand air, de grand espace. Là, forcément, tout ce qu'on veut, c'est ici. Il y a déjà eu un changement l'été dernier, j'imagine, avec un peu plus forte fréquentation. L'été dernier, on a fait un bel été. Pareil, c'est un été atypique parce qu'il a fallu offrir beaucoup plus de flexibilité aux gens. Toujours parce qu'ils réservaient plus en dernière minute, ils ne faisaient pas forcément des semaines complètes, mais il y avait cette envie de venir prendre l'air pur de nos montagnes et c'est ce côté rassurant de la montagne dans le contexte actuel. Il a fallu se réinventer. Alors ça, c'est vrai depuis déjà quelques années avec le changement des modes de consommation. Alors ces dernières années, l'avènement d'Internet, plus de réservations de dernière minute, difficulté de faire un peu des plannings.
j'ai envie de dire, de plus en plus vrai aujourd'hui. Oui, là, ça s'est clairement accéléré. On parlait des courts séjours, mais objectivement, on ne les voyait pas beaucoup. Là, depuis cet été, oui, clairement, ça s'est accéléré très fortement. La réservation de dernière minute également, on était un peu, nous, préservés de ce phénomène avec notre clientèle très habituée, mais les choses se sont accélérées et aujourd'hui, on se doit d'être beaucoup plus flexible. Et sur le marché de l'immobilier, achat-vente, c'est ce que vous gérez aussi. Alors, pas seulement ici à Bessan, sur toute une partie de la vallée de la Haute-Maurienne vanoise. C'est aussi un marché qui a beaucoup évolué ces derniers mois. Depuis la crise donc depuis le début de la crise l'année dernière, on a la demande qui a continué à être constante, voire peut-être même très légèrement augmentée. La demande d'achat. Oui, la demande d'achat. En revanche, on n'a quasiment plus rien à vendre. C'est-à-dire que les mises en vente sont aujourd'hui très très peu nombreuses. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire que les gens ne veulent plus se séparer de leur petit point d'attache en Maurienne, ou concrètement il n'y a plus forcément la nécessité de vendre, d'avoir un peu d'argent? Alors c'est toujours difficile de se mettre dans la tête des gens, hein, mais nous, ce qu'on peut en entrevoir, c'est on est sur un marché immobilier qui est atypique, on est sur un marché de la résidence secondaire. Donc les gens qui ont une résidence secondaire, a priori, ce n'est pas les gens qui ont le plus de besoins financiers urgents, donc ce n'est pas forcément ceux qui vont avoir besoin de vendre rapidement. Et également, c'est une résidence secondaire, et dans secondaire, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est ce qui vient après dans nos pensées et dans nos priorités. Donc aujourd'hui, ils ont peut-être des questions qui se posent sur leur résidence principale ou des envie de changement sur la résidence principale, alors que sur la résidence secondaire, ça viendra peut-être plus tard. Il y a des produits qui sont plus demandés, d'autres modes justement qui ont été créés. Vous le disiez, beaucoup d'acheteurs qui sont sur les rangs, qui sont en attente. Est-ce qu'ils demandent un produit particulier ou est-ce qu'ils sont ouverts à toute proposition, quelle qu'elle soit? Non, au niveau de la demande, il n'y a pas vraiment eu de différence. Les gens qui viennent acquérir un bien en Haute-Maurienne, c'est des gens qui viennent parce qu'ils apprécient l'endroit et parce qu'ils ont eu le coup de cœur pour l'endroit. Et donc ça reste vrai aujourd'hui. Alors, est-ce que Bessan est un cas particulier ou est-ce qu'on peut quand même faire une tendance haute-maurienne vanoise avec, il y a quand même beaucoup de petits villages-stations avec cette âme finalement village-station, mais pour autant, c'est vrai qu'entre Valseny un peu plus bas, Bessan et encore Bonneval un peu plus haut, c'est pas les mêmes marchés. C'est pas les mêmes marchés, mais les tendances restent les mêmes. La vraie différence, c'est le parc, la taille du parc. Forcément, sur Bessan et sur Bonneval, il y a encore moins de transactions puisque le potentiel est moins important, le nombre de lits est moins important. Mais sinon, le mode de fonctionnement, on va dire, des acheteurs reste sensiblement le même. On a peut-être un tout petit peu plus d'investisseurs, on va dire, sur des stations comme Valseny que sur Bessan et Bonneval, mais globalement, ça reste quand même des achats coup de cœur et des achats qui vont se transmettre dans la famille, dans le temps. C'est pour ça aussi qu'à la revente, il n'y en a pas souvent. Okay. Et est-ce que justement, demain, on arrive déjà à se projeter, de dire que c'est des tendances qui vont encore changer ou qui vont justement se renforcer? A priori, vraiment, l'impression qu'on a, c'est vraiment que les achats qui sont faits ici sont vraiment faits à long terme. Même si c'est de la résidence secondaire, c'est des achats qui sont faits parce qu'on veut transmettre cette passion qu'on a pour le territoire à ses enfants, à ses petits-enfants. J'imagine qu'au niveau de projets de construction, là aussi, ça a un petit peu évolué. Forcément, moins d'argent, moins de projets. Est-ce que ça remet en cause les pérennités ou certains projets ou... Non, pour l'heure, les projets, s'il y en avait, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, ne seraient pas remis en cause parce que la demande continue à être là, justement. Et cet été, on le disait l'été dernier justement, il y a eu de nouveaux publics, il y a eu vraiment une nouvelle vague vis-à-vis de la montagne, un nouveau public qui a finalement découvert ce territoire. C'est finalement les habitués de demain qui peut-être pourront avoir cette fibre, cette volonté de revenir. Il y a cette fidélisation finalement, c'est un des maîtres mots ici de la stratégie de la Haute-Maurienne vanoise, comme beaucoup d'autres stations. Ça va se concrétiser selon vous? La chance qu'on a, c'est qu'on a cette expérience de la fidélisation. Nous, on a déjà une très grosse masse de notre clientèle qui est fidèle. Donc, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et ce qui a été peut-être, il y a des dizaines d'années, pour nous, un crève-cœur de voir qu'il y avait peut-être moins d'investissement dans notre vallée que dans d'autres vallées. Aujourd'hui, c'est ce qui fait notre point fort parce qu'on est vraiment très préservé. Et ça, c'est notre premier atout pour la fidélisation.
Et ces résidences aujourd'hui, alors concrètement aujourd'hui, il est encore possible de trouver des hébergements sur les prochaines semaines, ou ça devient concrètement, il faut essayer de s'y prendre un petit peu à l'avance? Là, sur le mois de mars, la semaine prochaine, c'est très compliqué si vous voulez venir. En revanche, sur les semaines suivantes, oui, il y aura encore des disponibilités. Mais c'est vrai que c'est quand même toujours important de ne pas trop s'y prendre en retard si vous voulez pouvoir choisir correctement forcément la location que vous voulez. Alors qu'est-ce qui parle mieux? C'est quoi les effets de mode de cette année? Est-ce que c'est la résidence plus tout confort, piscine, etc. Ou le petit studio de station qu'on loge avec plusieurs amis pour rentabiliser? Alors sur cette saison, il y a eu deux tendances. Bon, il y a toujours forcément la demande quand même d'un bon rapport qualité-prix. Et ça, c'est une vraie force aussi qu'on a sur toute la vallée, hein. On a des hébergements qui sont quand même relativement récents ou relativement bien entretenus, ce qui donne un rapport qualité-prix qui est intéressant. Mais on a aussi eu beaucoup, pour le coup en dernière minute, de gens qui venaient même seuls, juste pour le week-end, juste pour skier, et qui demandaient donc pour le coup des petites unités. Eux, ils voulaient juste skier et être sur les skis le maximum du temps. Et le soir, quand ils rentraient, c'était pour dormir, quoi. On a entendu parler de cette nouvelle tendance, le working holiday, les gens qui justement louent un studio ou un petit local pour télétravailler depuis ici. C'est quelque chose qui vous a touché? Alors sur Bessan, non. En revanche, oui, sur Valseny, par exemple, oui, on a eu cette tendance-là. C'était quand même, ça restait à la marge, hein, il faut quand même être honnête. Mais on a eu cette tendance-là et on le savait très tôt parce que c'est la première chose qu'ils demandaient, c'était la qualité du Wi-Fi. Donc quand il vous pose ça en première question, on savait que clairement, dans la semaine, il y allait avoir des temps de travail. Et du coup, ça a donné des axes justement pour mettre d'autres produits en avant, pour essayer justement de se renouveler ou de se réinventer un peu? Je pense que c'est surtout que ça va pour nous être un véritable argument parce que nous, on a le client d'un côté, mais on a aussi le propriétaire de l'autre côté. Et notre travail, c'est de faire avancer les deux ensemble. Donc ça va être un vrai argument pour demain, pour forcer les propriétaires, pour les inciter vraiment dans ces démarches de mise en place de réseaux de qualité. J'imagine que de toute façon, c'est un travail en bonne intelligence et qui se fait assez facilement finalement, puisque les propriétaires doivent bien savoir que pour que leurs biens doivent partir, il faut mettre tout ça. Ah non, pas tant que ça. C'est pas toujours si facile, mais on a à cœur de le faire parce que quand on décide de venir refaire sa vie dans un village comme celui-là, c'est pour le mettre dans une dynamique positive et faire avancer les choses. Donc je pense que c'est ça aussi qu'ils ressentent, c'est notre envie de faire avancer, de valoriser notre village. Et c'est sur cette fibre-là qu'on joue parce que c'est aussi eux qui aiment ce village. Et c'est par là qu'on essaye vraiment de les faire monter parce que c'est cet amour partagé qui sera le meilleur moteur. Voilà un beau message. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour justement les prochaines semaines ou les prochains mois? Pour l'instant, que les gens continuent à voir la vraie valeur de notre territoire et puis de continuer à prendre vraiment conscience de la complémentarité de tous nos sites. Cette année, ça a été dans le sens où Bessan a pu essayer de redistribuer un petit peu sur les autres villages en valorisant la liaison ski de fond avec Bonneval, ce qui a permis nous d'envoyer un peu des clients à Bonneval qui initialement voulaient venir à Bessan, ou la proximité de Valseny. Et cette complémentarité, même en temps normal, quand les stations de ski alpin sont ouvertes, est vraiment un très très bel atout. Donc que tout le monde puisse en prendre conscience et pour pouvoir faire avancer tout le monde. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup Eldrine en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. C'est un plaisir et on est déjà à la fin de ce panorama. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très vite. À bientôt sur 8 Mont Blanc.